Il y a des moments qui changent une vie à jamais, des instants où le destin frappe à notre porte sans prévenir. Samuel Garrett pensait que ses jours de héros étaient terminés, que plus jamais il ne tendrait la main à quelqu'un qui souffre. Dans les montagnes glacées du Colorado, l'hiver 1889 s'annonçait mortel. Cet ancien shérif vivait seul depuis des années, fuyant un passé trop lourd à porter. Mais ce matin-là, quand il découvrit cette petite fille abandonnée dans la neige, presque morte de froid, son cœur se réveilla d'un coup. Son cri « Arrêtez, je prendrai cette petite fille » résonna dans toute la vallée. Cette enfante aux yeux bleus ne savait pas encore qu'elle venait de sauver l'âme d'un homme brisé. Mais comment un pistolero peut-il devenir père quand son passé le rattrape? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Samuel Garrett n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant à 52 ans. Assis sur le perron de sa cabane rustique, il contemplait les sommets enneigés qui l'entouraient comme une forteresse naturelle. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté Deadwood. 5 années à fuir les fantômes d'un passé qu'il ne pouvait effacer. Les rides autour de ses yeux gris témoignaient non seulement du passage du temps, mais aussi du poids des décisions qu'il avait dû prendre, des hommes qu'il avait été contraint d'abattre au nom de la justice. La cabane qu'il avait construite de ses propres mains se dressait au cœur d'une clairière protégée à plus de 2000 mètres d'altitude. Les murs épais en rondins de pin résistaient au vent glacé qui descendait des pics environnants. Un toit de bardeaux solide, une cheminée en pierre qui fumait constamment durant l'hiver, et 2 petites fenêtres qui offraient une vue imprenable sur la vallée en contrebas. À l'intérieur, le mobilier était spartiate mais fonctionnel. Une table en chêne qu'il avait taillée lui-même, 2 chaises, un lit recouvert de peaux de bête, et une bibliothèque contenant les quelques livres qu'il avait emportés de sa vie d'avant. Samuel avait été shérif de Deadwood pendant 15 ans, une période qui avait façonné l'homme qu'il était devenu. Dans cette ville frontière où l'or attirait autant les rêveurs que les criminels, il avait appris que la justice n'était pas toujours pure, que parfois il fallait se salir les mains pour protéger les innocents. Son étoile de métal brillait encore dans un tiroir de sa commode, mais elle ne représentait plus que des souvenirs douloureux. Les visages de ceux qu'il avait abattus le hantaient encore dans ses rêves. Il se souvenait de chacun d'entre eux, Jake Morrison et sa bande qui terrorisaient les mineurs, les frères, Calloway qui avait violé et tué une famille entière, Dutch Hamilton qui vendait des armes aux Indiens hostiles. Tous méritaient de leur sort, il le savait. Mais cela n'effaçait pas le goût amer que laissait chaque coup de feu, chaque corps qui s'effondrait sous ses balles. Le dernier cas l'avait définitivement brisé. Une prise d'otage dans la banque de Deadwood menée par un jeune homme d'à peine 20 ans, désespéré et affamé. Samuel avait tenté de négocier, de trouver une solution pacifique, mais le garçon était trop nerveux, trop effrayé. Quand il avait pointé son arme sur la tête d'une petite fille, Samuel n'avait eu d'autre choix que de tirer. Le jeune homme était mort sur le coup, et Samuel avait découvert plus tard qu'il tentait seulement de voler de quoi nourrir ses frères et sœurs orphelins. Cette nuit-là, Samuel avait rendu son étoile au maire et quitté Deadwood pour toujours. Il avait vendu ses biens, acheté des provisions et s'était enfoncé dans les montagnes du Colorado, cherchant un endroit où ses démons ne pourraient plus le trouver. La solitude était devenue sa compagne fidèle. Ses journées suivaient un rythme immuable, lever au petit matin, inspection des pièges à gibier qu'il avait disposés dans la forêt, pêche dans le torrent qui coulait non loin de sa cabane, entretien de sa demeure et de ses outils. L'hiver, il sculptait le bois, réparait ses affaires, lisait et relisait les mêmes ouvrages. Il possédait une Bible héritée de sa mère, quelques romans d'aventure et un traité de médecine qui lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Samuel avait appris à vivre en harmonie avec la nature sauvage qui l'entourait. Il connaissait les habitudes des ours et des loups, savait lire les signes annonciateurs des tempêtes, reconnaissait les plantes comestibles et celles qui pouvaient soigner ou empoisonner. Cette sagesse durement acquise lui avait permis de survivre dans un environnement qui aurait tué la plupart des hommes civilisés. Pourtant, malgré cette paix apparente,
Samuel sentait parfois un vide immense l'envahir. Les longues soirées d'hiver étaient les pires, quand le silence de la montagne devenait assourdissant et que les souvenirs remontaient à la surface. Il se demandait parfois s'il finirait ses jours seul, si son corps serait découvert des mois après sa mort par quelque trappeur égaré. Il avait renoncé à l'idée d'avoir une famille depuis longtemps. À 30 ans, il avait été fiancé à une institutrice de Denver, Margaret Williamson, une femme douce et intelligente qui rêvait d'une vie paisible. Mais sa carrière de shérif et les dangers qu'elle impliquait avaient eu raison de leur relation. Margaret ne supportait plus de le voir partir chaque matin sans savoir s'il reviendrait vivant le soir. Elle avait épousé un banquier et était partie vivre à San Francisco, emportant avec elle les derniers rêves de normalité de Samuel. Depuis lors, il y s'était convaincu que les hommes comme lui n'étaient pas faits pour la douceur du foyer, pour les rires d'enfants et les repas en famille. Il était un instrument de justice, rien de plus, et quand cet instrument était devenu trop lourd à porter, il s'était retiré du monde. L'hiver 1889 s'annonçait particulièrement rude. Samuel l'avait senti dans ses os, cette sensation que développent ceux qui vivent en communion avec les éléments. Les animaux migraient plus tôt que d'habitude, les arbres semblaient retenir leur souffle, et l'air lui-même portait une promesse de froid glacial et de tempêtes violentes. Il avait fait ses provisions en conséquence, descendant en septembre jusqu'au petit village de Cedar Falls pour acheter farine, conserves, munitions et quelques médicaments. Les habitants le regardaient avec un mélange de respect et de curiosité. Ils savaient qu'il était un ancien lawman, les rumeurs couraient vite dans ces contrées isolées, mais il ne parlait jamais de son passé et personne n'osait poser de questions. Ce matin de novembre, tandis qu'il inspectait ses pièges dans la forêt de sapins qui bordait sa propriété, Samuel sentit que quelque chose avait changé. L'air était différent, chargé d'une tension qu'il ne parvenait pas à identifier. Les oiseaux se taisaient et même le vent semblait retenir son souffle. Une tempête approchait, c'était certain, mais il y avait autre chose, une présence qu'il ne pouvait définir. Il retourna vers sa cabane d'un pas alerte, ses sens de vieux pistolero toujours en éveil malgré les années. Son instinct ne l'avait jamais trompé, et aujourd'hui il lui soufflait que sa solitude touchait à sa fin, pour le meilleur ou pour le pire. Le destin, ce maître imprévisible, s'apprêtait à frapper à sa porte sous la forme d'une petite âme perdue dans l'immensité blanche des montagnes. Samuel Garrett, l'homme qui avait renoncé à tout espoir de rédemption, ne savait pas encore qu'il était sur le point de découvrir le véritable sens de sa vie. L'aube du lendemain se leva dans un silence inhabituel, comme si la montagne retenait son souffle. Samuel s'éveilla avec cette sensation étrange qui l'avait accompagné la veille, ce pressentiment qu'il ne parvenait pas à chasser. Il enfila ses bottes de cuir épais, passa sa veste de laine et sortit pour sa ronde matinale habituelle. C'est alors qu'il les vit, des traces dans la neige fraîche, juste à la lisière de sa propriété. Des empreintes de sabots de chevaux, plusieurs animaux et des marques de pas d'hommes. Samuel s'agenouilla pour examiner les indices de plus près. Les traces étaient intéressantes, probablement de la nuit passée, et elles suivaient le sentier qui menait vers les hauteurs avant de redescendre vers la vallée. Son instinct de pistolero se réveilla instantanément. Qui pouvait bien passer par ces terres isolées en pleine nuit, et pourquoi? Les trappeurs empruntaient. D'ordinaire, les sentiers se balisaient, et la saison de chasse était terminée depuis des semaines. Samuel retourna dans sa cabane, vérifia que son colt était chargé et glissa quelques balles supplémentaires dans sa poche avant de suivre les traces. Le sentier serpentait à travers une forêt de pins denses, montant d'abord vers un col rocheux, avant de redescendre vers une cuvette naturelle que Samuel connaissait bien. Il y avait là-bas une source d'eau claire et un abri sous roche que les voyageurs utilisaient parfois comme campement temporaire. Les traces menaient exactement dans cette direction. Samuel progressait avec la prudence d'un homme habitué au danger. Chaque pas était calculé, chaque bruit analysé. Il savait se déplacer sans faire craquer une branche, sans déranger la neige plus qu'il ne fallait. Ses compétences, acquises pendant ses années de shérif, lui avaient sauvé la vie à maintes reprises. Arrivé à proximité de la cuvette, il entendit des voix portées par le vent. Des hommes parlaient en anglais,
mais avec un accent qu'il ne parvenait pas à identifier. Il s'approcha davantage, se dissimulant derrière un gros rocher qui surplombait le campement improvisé. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. 3 hommes en manteau sombre se tenaient autour des restes d'un feu de camp. Près d'eux gisait le corps d'une femme, visiblement morte depuis peu. Mais ce qui fit battre le cœur de Samuel plus fort, c'était la petite silhouette recroquevillée contre un arbre, à quelques mètres des hommes. Une fillette, âgée d'environ 7 ans, était attachée et bâillonnée. Ses vêtements, bien que salis et déchirés, laissaient deviner une origine aisée. Une robe de velours bleu marine, des bottines de cuir fin, un manteau de laine de qualité. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et son visage pâle portait des traces de larmes séchées. Samuel tendait l'oreille pour saisir la conversation des 3 hommes. Ils parlaient de se débarrasser de la fillette, évoquaient le fait qu'elle les avait vus tuer sa gouvernante et qu'elle pourrait les identifier. L'un d'eux, un homme au visage balafré, insistait pour qu'ils l'abandonnent dans la neige. « Elle mourra de froid avant la nuit, » disait-il. « Personne ne viendra jamais la chercher dans ces montagnes perdues. Et même si on retrouve son corps au printemps, qui pourra dire ce qui s'est passé ?» Samuel sentit une rage froide monter en lui. Ces hommes étaient des kidnappeurs, probablement des mercenaires payés pour enlever la fillette. Quelque chose avait mal tourné, ils avaient tué la gouvernante, et maintenant ils s'apprêtaient à assassiner un enfant innocent pour couvrir leurs traces. L'ancien shérif évalua rapidement la situation. 3 hommes armés, positionnés dans un terrain découvert, avec une otage. Il avait l'avantage de la surprise et de la position surélevée, mais il devait agir vite avant qu'il ne fasse du mal à la petite. Il dégaina son colt et visa soigneusement. Sa première balle atteignit l'homme balafré en pleine poitrine, le tuant sur le cou. Les 2 autres se retournèrent, cherchant l'origine du tir, et Samuel profita de leur confusion pour dévaler la pente en hurlant comme un démon. Le second homme tentait de dégainer son arme quand la balle de Samuel l'atteignit à l'épaule, le faisant tournoyer sur lui-même. Le 3e, plus rapide, réussit à tirer, mais sa balle siffla à quelques centimètres de l'oreille de Samuel qui ripostait déjà. L'homme s'effondra, touché au ventre. L'homme blessé à l'épaule tentait de ramper vers son cheval quand Samuel l'interpella. « Ne bouge plus, ou je tabasse comme un chien. » L'homme se retourna, la peur dans les yeux. Samuel s'approcha, son arme toujours pointée sur lui. « Qui êtes-vous? Pourquoi avoir enlevé cet enfant ?» L'homme cracha du sang avant de répondre. « On était payé pour la ramener vivante, mais la gouvernante a résisté. Tout a mal tourné. »« Payé par qui ?» Mais l'homme perdait trop de sang. Il murmura quelques mots incompréhensibles avant de rendre son dernier souffle. Samuel resta immobile quelques instants, scrutant les alentours pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres complices cachés. Puis il se dirigea vers la fillette. Elle le regardait avec des yeux immenses, bleus comme un ciel d'hiver, emplis de terreur mais aussi d'un espoir fragile. Samuel s'agenouilla devant elle et commença délicatement à défaire ses liens. « N'aie pas peur, petite » chuchota-t-il d'une voix douce qu'il ne se connaissait plus. « Je ne te ferai aucun mal, tu es en sécurité maintenant. » Quand il retira son bâillon, la fillette ne dit pas un mot. Elle tremblait de froid et de choc, ses lèvres étaient de bleu et ses petites mains gelées. Samuel retira sa veste et l'enveloppa dedans avant de la prendre dans ses bras. « Comment tu t'appelles, ma petite ?» Elle le regarda sans répondre, ses yeux immenses fixés sur son visage barbu. Samuel réalisa qu'elle ne comprenait peut-être pas l'anglais ou qu'elle était trop traumatisée pour parler. Il examina rapidement le campement, cherchant des indices sur l'identité de la fillette. Dans les affaires de la gouvernante morte, il trouva quelques documents en allemand et un médaillon en argent finement ciselé que portait l'enfant. Les armoiries gravées sur le bijou suggéraient une famille noble européenne. Samuel prit sa décision. Il ne pouvait pas laisser cet enfant seul, et il était hors de question de la ramener en ville où d'autres complices pourraient la chercher. Il l'emmènerait dans sa cabane, le temps de comprendre qui elle était et de trouver une solution. « Viens-y, petite, dit-il en la serrant contre lui, on va rentrer à la maison. Tu vas avoir chaud et quelque chose à manger. » Tandis qu'il remontait le sentier vers sa cabane, portant précieusement son fragile fardeau,
Samuel sentit quelque chose changer en lui. Cet enfant avait besoin de lui, et pour la première fois depuis des années, il se sentait utile, nécessaire. Son cri spontané « Arrêtez, je prendrai cette petite fille !» avait jailli de son cœur sans qu'il y réfléchisse. Le destin venait de placer sur sa route la rédemption qu'il n'osait plus espérer. Les premières semaines avec Elsa transformèrent la cabane de Samuel d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'homme qui avait vécu 5 années dans la solitude la plus complète se retrouvait soudain responsable d'un petit être fragile qui dépendait entièrement de lui pour survivre. La première nuit avait été la plus difficile. Elsa, épuisée par l'épreuve qu'elle venait de traverser, avait sombré dans un sommeil agité, parcouru de frissons et de cauchemars. Samuel avait veillé près du feu, la couvrant de toutes les peaux de bêtes qu'il possédait, lui donnant à boire de petites gorgées d'eau tiède sucrée au miel quand elle s'éveillait en sursaut. Au matin, quand elle avait ouvert ses grands yeux bleus et qu'elle l'avait regardée sans comprendre où elle se trouvait, Samuel avait senti son cœur se serrer. Comment rassurer un enfant traumatisé quand on a passé sa vie à manier les armes plutôt que les mots de réconfort ? « Bonjour, petite », avait-il murmuré d'une voix qu'il s'efforçait de rendre douce. « Tu as faim ?» Elle l'avait fixé sans répondre, ses petites mains agrippant la couverture comme si elle craignait qu'on la lui arrache. Samuel comprit qu'il allait devoir faire preuve d'une patience qu'il ne se connaissait pas. La communication s'avéra être leur premier défi majeur. Quand Samuel lui parlait en anglais, Elsa secouait la tête et répondait dans une langue qu'il identifia comme de l'allemand. Il fouilla dans ses souvenirs, tentant de retrouver les quelques mots appris durant son service militaire, mais ses connaissances étaient trop limitées. Il eut alors l'idée d'utiliser des gestes et des dessins. Sur des morceaux d'écorce de bouleau, il dessina des objets simples. Une cuillère pour demander si elle avait faim, un lit pour savoir si elle était fatiguée, un sourire ou une larme pour connaître son état d'esprit. Petit à petit, ils développèrent leur propre langage muet. Samuel découvrit rapidement qu'être le gardien d'un enfant de 7 ans demandait des compétences qu'il ne possédait absolument pas. Préparer des repas adaptés à une fillette s'avéra plus complexe que de griller un morceau de venaison sur le feu. Il dut apprendre à faire cuire la bouillie d'avoine sans la brûler, à préparer des tisanes adoucissantes quand elle toussait, à doser le miel pour qu'elle accepte de manger. L'hygiène représentait un autre défi de taille. Samuel, habitué à sa vie spartiate, dut comprendre qu'une petite fille avait besoin de se laver plus souvent qu'un vieil ermite. Il installa une bassine près du feu, fit chauffer de l'eau et détourna pudiquement le regard quand elle se lavait, montant la garde près de la porte pour préserver son intimité. Les vêtements posaient également problème. La robe de velours d'Elsa, bien que de qualité, était souillée et déchirée. Samuel fouilla dans ses affaires et trouva quelques chemises qu'il put adapter en les raccourcissant et en les serrant à la taille avec une corde. Le résultat n'était pas élégant, mais au moins elle était couverte et au chaud. C'est en examinant attentivement les affaires d'Elsa qu'il fit une découverte troublante. Le médaillon en argent qu'elle portait au cou était d'une facture exceptionnelle. Les armoiries gravées représentaient un aigle bicéphale surmonté d'une couronne, entouré d'inscriptions en lettres gothiques qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. L'objet était manifestement précieux et suggérait que la fillette appartenait à une famille de très haute noblesse. Samuel retourna le médaillon dans ses mains calleuses, essayant de comprendre ce que cela impliquait. Si Elsa était vraiment issue d'une famille noble européenne, sa disparition devait faire grand bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Des gens devaient la chercher, et pas seulement des criminels. Cette réflexion le troublait profondément. Il avait sauvé cet enfant d'une mort certaine, mais avait-il le droit de la garder loin de sa vraie famille ? D'un autre côté, si des hommes avaient été payés pour l'enlever, qui pouvait garantir qu'elle serait en sécurité si elle retournait dans son monde ? Pour l'instant, il chassa ces questions de son esprit. L'hiver s'installait et il était hors de question de redescendre en ville avant le printemps. Elsa resterait avec lui au moins jusqu'au beau jour, et d'ici là, peut-être trouverait-il une solution. Au fil des jours, Samuel observait la fillette avec une attention croissante. Malgré son jeune âge et le traumatisme qu'elle avait subi, Elsa faisait preuve d'une résilience remarquable. Elle l'aidait dans ses tâches quotidiennes, balayant la cabane avec un petit balai qu'il avait fabriqué pour elle, rangeant soigneusement ses affaires, tentant même de l'aider à préparer les repas.
Un matin, tandis qu'il réparait un piège cassé, elle s'approcha de lui et prononça son premier mot en anglais. « Samuel ». Il leva les yeux, surpris. Elle pointait sa poitrine du doigt et répéta « Samuel ». « Oui, c'est mon nom », dit-il en souriant. « Et toi ?» Elle posa sa petite main sur sa propre poitrine et dit clairement « Elsa ». Ce fut leur première vraie conversation. Samuel répéta son nom plusieurs fois, et elle fit de même, semblant prendre plaisir à entendre les sonorités de sa langue natale mélangées à l'anglais. À partir de ce jour, elle commença à apprendre quelques mots essentiels. Faim, soif, chaude, froid, merci. Samuel découvrait qu'enseigner à un enfant était à la fois épuisant et gratifiant. Chaque petit progrès d'Elsa lui procurait une fierté qu'il n'avait jamais ressentie. Quand elle réussissait à dire une phrase entière en anglais, quand elle parvenait à allumer le feu toute seule, ou quand elle lui offrait un dessin maladroit représentant leur cabane, Samuel sentait une chaleur inconnue envahir sa poitrine. Le soir, près du feu, il lui racontait des histoires simples, mêlant gestes et mots pour qu'elle comprenne. Il lui parlait des animaux de la forêt, des légendes indiennes qu'il connaissait, de son cheval qu'il avait laissé chez un ami en ville. Elsa l'écoutait avec une attention intense, ses yeux brillants reflétant les flammes. Un soir, elle sortit de sa poche un petit carnet en cuir rouge qu'elle avait gardé caché jusqu'alors. Les pages étaient couvertes de dessins d'enfants et de mots en allemand écrits d'une main appliquée. Elle montra à Samuel un dessin représentant un homme et une femme élégamment vêtus, puis pointa sa poitrine en murmurant des mots qu'il ne comprit pas mais dont le ton lui serra le cœur. Samuel comprit qu'elle lui parlait de ses parents. L'émotion qui transparaissait dans sa voix, la tristesse de ses yeux, tout indiquait qu'elle les avait perdus. Il la prit doucement dans ses bras, cette petite fille courageuse qui avait survécu à tant d'épreuves, et murmura « Je suis désolé, petite Elsa, vraiment désolé. » Pour la première fois depuis son arrivée, elle pleura, de vraies larmes qui coulaient sur ses joues roses. Samuel la berça maladroitement, ses grandes mains rugueuses caressant ses cheveux blonds, et il sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Cet enfant était en train de guérir une blessure qu'il ne savait même pas posséder. Le tournant dans leur relation arriva un matin de décembre, quand Samuel découvrit Elsa frissonnant près du feu éteint. Elle avait tenté de le rallumer toute seule, mais n'y était pas parvenue, et plutôt que de le réveiller, elle avait attendu patiemment dans le froid, enroulée dans sa couverture. « Pourquoi tu ne m'as pas appelée, petite ?» demanda Samuel en ravivant rapidement les braises. Elle le regarda avec ses grands yeux sérieux et répondit dans son anglais encore hésitant « Toi dormir, moi pas déranger. » Cette délicatesse enfantine toucha Samuel plus qu'il ne l'aurait cru possible. Cette fillette, qui avait déjà tant souffert, s'inquiétait encore de ne pas le déranger. Il comprit à cet instant qu'il devait faire quelque chose de spécial pour elle, quelque chose qui lui montrerait qu'elle comptait vraiment pour lui. L'idée lui vint naturellement. Dans un coffre au fond de sa cabane, il conservait les restes de ses anciennes affaires, quelques chemises usées, des chaussettes trouées, une veste de rechange. Ses vêtements avaient vécu comme lui et ne servaient plus qu'à boucher les trous ou raviver le feu. Mais Samuel y vit autre chose. Le matériau parfait pour confectionner un cadeau unique. Pendant qu'Elsa faisait sa sieste quotidienne, Samuel se mit au travail. Il découpa soigneusement les morceaux de tissu les moins abîmés, utilisant une vieille chemise de flanelle bleue pour le corps, une chaussette de laine grise pour la tête et des boutons de nacre récupérés sur une veste pour les yeux. Ses doigts, habitués à manier les armes et les outils, se révélèrent étonnamment habiles pour ce travail de précision. Il bourra la poupée avec de la mousse séchée et des plumes d'oie qu'il avait conservées de ses chasses. Pour les cheveux, il effilocha de la corde de chanvre qu'il teignit avec de l'écorce de bouleau pour obtenir une couleur dorée, rappelant celle des cheveux d'Elsa. Le résultat n'était certes pas aussi raffiné que les jouets qu'elle avait dû connaître dans son ancienne vie, mais il était fait avec amour et patience. Pour les vêtements de la poupée, Samuel utilisa des chutes de cuir souple qu'il cousit en une petite robe simple.
Il ajouta même une minuscule cape taillée dans un morceau de fourrure de lapin. Le travail lui prit 3 jours, qu'il consacrait aux finitions pendant les moments où Elsa dormait ou s'occupait ailleurs. Le soir de Noël, une date qu'il avait calculée approximativement d'après ses souvenirs, Samuel présenta son cadeau à Elsa. Il avait enveloppé la poupée dans un morceau de tissu propre et l'avait posée près de son lit pendant qu'elle dormait. Quand elle s'éveilla et découvrit le paquet, ses yeux s'illuminèrent d'une joie si pure que Samuel sentit sa gorge se serrer. Elle déballa délicatement le tissu comme si elle craignait de briser quelque chose de précieux, et quand elle découvrit la poupée, elle poussa un petit cri de bonheur. « Pour moi ?» demanda-t-elle en serrant le jouet contre sa poitrine. « Pour toi, petite Elsa, joyeux Noël. » Elle ne connaissait peut-être pas parfaitement l'anglais, mais elle comprenait le langage universel de la gentillesse. Elle se jeta dans les bras de Samuel avec une spontanéité qui le bouleversa, murmurant des mots de remerciement en allemand mélangés à son anglais approximatif. « Elle est belle. » « Merci, Samuel. Merci beaucoup. » Ce fut le premier vrai sourire qu'il lui vit, un sourire radieux qui transforma complètement son petit visage. Samuel comprit à cet instant que quelque chose d'irréversible venait de se produire en lui. Cet enfant était en train de réveiller des sentiments qu'il croyait morts à jamais. À partir de ce jour, la poupée ne quitta plus Elsa. Elle lui donna le nom de Greta et lui parlait constamment, mélangeant allemand et anglais, dans de longues conversations imaginaires. Samuel l'observait parfois jouer seul près du feu, inventant des histoires, et il se surprenait à sourire de ses petites manies. L'hiver continuait son œuvre, isolant davantage encore leur refuge montagnard. Mais cette isolation ne pesait plus à Samuel comme avant. Les journées étaient rythmées par les besoins d'Elsa, ses questions innocentes, ses découvertes émerveillées. Elle s'intéressait à tout. Pourquoi la neige était blanche? Comment les animaux survivaient au froid? Où allait la fumée qui sortait de leur cheminée? Samuel redécouvrait le monde à travers ses yeux d'enfant. Des choses qu'il tenait pour acquises depuis des décennies redevenaient magiques quand il les expliquait à Elsa. Il lui apprenait à reconnaître les traces d'animaux dans la neige, à distinguer les arbres par leurs écorces, à prévoir le temps en observant les nuages. Un matin, tandis qu'ils étaient assis ensemble près de la fenêtre, regardant les flocons tomber, Elsa posa sa petite main sur celle de Samuel et dit quelque chose qui le figea sur place. « Papa Samuel ». Le mot avait été prononcé naturellement, sans emphase particulière, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Samuel resta immobile, le cœur battant, ne sachant que répondre. « Papa ?» répéta Elsa en le regardant avec ses yeux confiants. Samuel sentit les larmes lui monter aux yeux, lui qui n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère 20 ans plus tôt. Cette petite fille, qu'il avait trouvée à demi morte dans la neige, venait de lui donner le plus beau titre qu'un homme puisse porter. « Oui, petite Elsa », murmura-t-il d'une voix enrouée. « Papa Samuel ». Elle sourit et retourna à sa contemplation de la neige, comme si cette déclaration était la conclusion naturelle de semaines d'apprivoisement mutuel. Pour elle, c'était simple. Cet homme l'avait sauvée, protégée, nourrie, et lui avait offert une poupée faite de ses propres mains. Il était donc naturellement devenu son papa. Mais, pour Samuel, ces 2 mots simples représentaient une révolution. Lui, qui s'était convaincu qu'il n'était bon qu'à distribuer la mort, voilà qu'une enfant lui faisait confiance au point de le considérer comme son père. Cette responsabilité l'effrayait et l'exaltait à la fois. Le soir même, il sortit de son tiroir l'étoile de shérif qu'il avait rangée depuis son arrivée dans les montagnes. Il la contempla longuement dans la lumière du feu, puis la remit à sa place. Samuel Garrett, le pistolero solitaire, appartenait au passé. Papa Samuel venait de naître, et cette nouvelle identité lui allait mieux que l'ancienne. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui rappelait que ce bonheur fragile pourrait ne pas durer. Quelque part dans le monde, des gens cherchaient sûrement Elsa. Son médaillon parlait d'une famille noble, d'un héritage, d'une vie qu'elle avait perdue mais qui pourrait la réclamer un jour. Pour l'instant, Samuel chassa ses pensées sombres. L'hiver les protégeait,
les isolait du monde extérieur. Il avait encore quelques mois pour savourer ce miracle qu'était la paternité, quelques mois pour être simplement papa Samuel aux yeux de la petite fille qui avait transformé sa vie. Le bonheur de Samuel fut brutalement interrompu par l'arrivée d'un messager au début du mois de mars. La neige commençait à fondre dans la vallée, ouvrant de nouveau les sentiers de montagne, quand un homme à cheval apparut devant la cabane. Samuel reconnut immédiatement le cavalier. Tom Bradley, un ancien collègue de Deadwood, qui servait maintenant de courrier occasionnel entre les villes isolées. L'homme avait vieilli, ses cheveux grisonnaient et son visage portait les rides du temps, mais son regard restait vif et amical. « Samuel Garrett !» s'exclama Tom en descendant de cheval. « On m'avait dit que tu étais devenu ermite, mais je n'arrivais pas à y croire. » Samuel sortit de sa cabane, refermant soigneusement la porte derrière lui. Elsa était à l'intérieur, occupée à jouer avec Greta, et il préférait éviter les questions sur sa présence. « Tom, quel bon vent t'amène dans ces montagnes perdues. »« J'ai eu une lettre pour toi, mon vieux. Ça vient de Deadwood, de la part de Bill Anderson. Tu te souviens de lui? Ton ancien adjoint ?» Samuel sentit son estomac se nouer. Bill Anderson était un homme de confiance, et s'il prenait la peine de lui écrire après 5 ans de silence, c'est que quelque chose de grave se tramait. Il prit l'enveloppe que Tom lui tendait, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. La lettre était épaisse, scellée avec de la cire rouge. « Tu veux entrer boire quelque chose de chaud ?» proposa Samuel, plus par politesse que par réel désir de compagnie. « Non merci, je dois redescendre avant la nuit. Les sentiers sont encore traîtres avec cette neige qui fond. Mais dis-moi, Sam, tu vas bien? Tu as l'air différent. » Samuel se demanda ce que Tom pouvait percevoir de changé en lui. Était-ce cette nouvelle sérénité qu'Elsa avait apportée dans sa vie? Cette lueur de bonheur qu'il ne parvenait plus à dissimuler complètement? La montagne change un homme, Tom. On apprend à apprécier les choses simples. Tom hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais il n'insista pas. Il remonta en selle et s'éloigna avec un geste d'adieu, laissant Samuel seul face à la lettre qui lui brûlait les doigts. Il attendit que le cavalier disparaisse complètement avant de rentrer dans la cabane. Elsa leva les yeux vers lui, intriguée par sa mine sombre. « Qui était Tom à cheval, papa Samuel ?»« Un ami d'avant, petite, quelqu'un de mon ancienne vie. » Il s'assit près du feu et examina l'enveloppe. L'écriture de Bill était toujours aussi soignée, mais Samuel devinait une urgence dans les lettres tracées à la hâte. Il brisa le sceau et déplia les feuillets. Ce qu'il lut le glaça d'horreur. Bill l'informait que Jake Morrison, le chef de gang qu'il avait fait arrêter 5 ans plus tôt, s'était évadé de prison 2 mois auparavant. Pire encore, Morrison avait juré publiquement qu'il retrouverait Samuel Garrett et qu'il lui ferait payer cher son témoignage. La lettre détaillait les crimes commis par Morrison depuis son évasion. 2 shérifs assassinés, une banque dévalisée, une famille de sang. Fermiers massacrés. L'homme était devenu fou de rage et de soif de vengeance, et selon les informations de Bill, il remontait méthodiquement la piste de Samuel. « Il sait que tu es dans les montagnes du Colorado », écrivait Bill. « Ces hommes ont questionné tous ceux qui t'ont connu. Il ne te reste peut-être que quelques semaines avant qu'ils te trouvent. Si tu reçois cette lettre, fuis immédiatement. Morrison n'est plus l'homme que nous avons arrêté il y a 5 ans. La prison l'a rendu complètement fou. » Samuel sentit le poids familier de l'angoisse s'abattre sur ses épaules. Pendant des mois, il avait vécu dans un cocon protecteur, oubliant presque que son passé pouvait le rattraper. Mais la réalité venait de le gifler brutalement. Il regarda Elsa, qui continuait à jouer innocemment avec sa poupée, lui inventant des aventures dans un monde imaginaire où le mal n'existait pas. Comment pouvait-il l'exposer au danger qui approchait? Comment pouvait-il mettre en péril cet enfant qui lui faisait confiance aveuglément? La solution la plus logique était de fuir, de partir immédiatement vers l'ouest, de traverser les montagnes et de s'installer dans un autre état. Mais cette perspective le révoltait. Fuir signifiait redevenir l'homme qu'il était avant Elsa, l'éternel fugitif qui ne trouvait la paix nulle part. Une autre option s'offrait à lui, plus douloureuse encore, emmener Elsa en ville et la confier aux autorités.
Elle serait en sécurité loin de lui, et Morrison n'aurait aucune raison de s'en prendre à une enfant. Mais cette idée lui était insupportable. Elsa était devenue sa raison de vivre, la source de sa rédemption. La perdre maintenant reviendrait à arracher son cœur de sa poitrine. « Papa Samuel, tu es triste ?» demanda Elsa en s'approchant de lui. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa poche avant de prendre la fillette sur ses genoux. « Non, petite. Papa réfléchit, c'est tout. »« À quoi tu réfléchis ?» Samuel caressa doucement ses cheveux blonds, cherchant les mots justes. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que des hommes dangereux pouvaient venir troubler leur paix? « Je pense à notre sécurité, Elsa. Parfois, quand on a été shérif comme moi, des méchants peuvent en vouloir à celui qui les a arrêtés. » Les yeux d'Elsa s'élargirent, mais elle ne sembla pas effrayée. Au contraire, elle parut réfléchir sérieusement à cette information. « Les méchants? Ils viennent ici? » « Je ne sais pas, petite. »« Peut-être. C'est pour ça que papa doit être prudent. » Elsa hocha gravement la tête, comme si elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. Puis elle serra sa poupée contre elle et déclara avec une détermination touchante « Greta et moi. On aidera papa Samuel à arrêter les méchants. » Malgré son angoisse, Samuel ne put s'empêcher de sourire devant tant de courage innocent. Cet enfant était décidément extraordinaire. Là où d'autres auraient eu peur, elle offrait spontanément son aide, si dérisoire soit-elle. Cette nuit-là, Samuel ne dormit pratiquement pas. Il élabora des plans, évalua ses options, pesa le pour et le contre de chaque décision possible. Une certitude s'imposait à lui. Il ne fuirait plus jamais. Elsa lui avait donné une raison de se battre, de défendre quelque chose qui en valait la peine. Au petit matin, sa décision était prise. Il affronterait Morrison et sa bande, mais pas dans la cabane où Elsa pourrait être blessée. Il choisirait le terrain, l'heure et les conditions du combat. Et si le pire arrivait, s'il ne survivait pas à cette confrontation, au moins aurait-il tout tenté pour protéger sa fille adoptive. Il sortit de son tiroir l'étoile de shérif qu'il avait rangée des années plus tôt. Le métal froid sembla se réchauffer dans sa paume calleuse. Samuel Garrett, l'homme de loi, n'était peut-être pas mort définitivement. Papa Samuel allait avoir besoin de toute son expérience pour protéger ce qui lui était le plus cher au monde. Les jours qui suivirent l'arrivée de la lettre transformèrent radicalement la routine paisible de Samuel et Elsa. L'ancien shérif savait qu'il devait préparer la fillette au danger qui approchait, mais il voulait le faire sans l'effrayer inutilement. « Elsa, » dit-il un matin en sortant son couteau de chasse de son étui, « papa va t'apprendre des choses importantes, des choses qui peuvent sauver des vies. » La fillette regardait la lame affûtée avec curiosité plutôt qu'avec peur. Samuel était sans cesse étonné par son courage naturel, cette capacité qu'elle avait à accepter les situations nouvelles avec une maturité déconcertante. Il commença par lui enseigner les bases de la survie en forêt. Comment reconnaître les plantes comestibles de celles qui étaient toxiques, comment suivre une piste, comment se dissimuler et se déplacer silencieusement. Elsa se révéla être une élève exceptionnelle, absorbant chaque leçon avec une attention soutenue. « Pourquoi je dois savoir tout ça, papa Samuel ?» demanda-t-elle un jour en s'exerçant à tenir correctement le petit couteau qu'il avait adapté pour ses mains d'enfant. Samuel s'agenouilla à sa hauteur et choisit soigneusement ses mots. « Parce que papa a vécu une vie avant de te rencontrer, une vie où il a arrêté des hommes très méchants. Certains de ces hommes sont encore en colère contre moi. Ils vont venir ici, peut-être petite, et si ça arrive, papa doit être sûr que tu sais te protéger. » Elsa hocha la tête avec gravité, comme si elle comprenait parfaitement les enjeux. Cette maturité précoce touchait Samuel au cœur tout en le préoccupant. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à apprendre le maniement des armes et les techniques de survie. Les soirées près du feu prirent une dimension nouvelle. Samuel racontait toujours des histoires à Elsa, mais elle portait maintenant sur son passé de shérif, version édulcorée mais néanmoins instructive. Il lui parlait des hommes qu'il avait affrontés, de la justice qu'il avait rendue, des innocents qu'il avait protégés. « Tu étais un héros, papa Samuel », s'exclama Elsa un soir, ses yeux brillants d'admiration. « Je ne sais pas si j'étais un héros, petite.
J'étais juste un homme qui essayait de faire ce qui était juste. Parfois c'était facile, parfois c'était très difficile. Et moi, je suis quoi dans ton histoire ? Samuel sentit sa gorge se serrer devant cette question innocente qui touchait au cœur de ses propres interrogations. Toi, Elsa, tu es ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Tu es ma fille, et papa ferait n'importe quoi pour te protéger. Ces mots, prononcés avec une sincérité absolue, scellèrent définitivement leur lien. Elsa se blottit contre lui, sa petite main agrippant sa chemise, et murmura « Moi aussi, j'aime papa Samuel plus que tout. » Les semaines passaient, et Samuel perfectionnait les compétences d'Elsa tout en préparant sa propre stratégie. Il vérifia méticuleusement ses armes, nettoya et graissa son colt, compta ses munitions. Il repéra les meilleurs points d'observation autour de la cabane, identifia les routes d'évasion possibles, prépara des caches de provisions dans la forêt. Un matin, tandis qu'il s'entraînait au tir à l'arc, une compétence plus silencieuse que le pistolet, Elsa fit une observation qui surprit Samuel. « Papa, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide aux autres shérifs ?» La question était logique et Samuel réalisa qu'il n'avait même pas envisagé cette possibilité. 5 années de solitude l'avaient habitué à ne compter que sur lui-même. « Parce que les méchants pourraient faire du mal aux gens qui m'aideraient, » expliqua-t-il. « Et puis, papa préfère régler ses propres problèmes. Mais si tu demandais de l'aide, tu serais plus fort que les méchants. » Cette logique d'enfant le fit réfléchir. Elsa avait raison, bien sûr. Seul contre Morrison et sa bande, ses chances de survie étaient minces. Mais avec de l'aide. Cette nuit-là, Samuel écrivit une longue lettre à Bill Anderson, lui expliquant sa situation et lui demandant s'il pouvait compter sur du renfort. Il confia la missive à un trappeur de passage qui promit de la porter à Deadwood. Les jours s'écoulaient dans cette préparation fébrile, mais Samuel veillait à préserver des moments de bonheur simples avec Elsa. Ils continuaient à partager leurs repas, leurs conversations près du feu, leurs promenades dans la forêt. La fillette s'épanouissait malgré les circonstances, et Samuel découvrait chaque jour de nouvelles facettes de sa personnalité. Elle était curieuse de tout, posait 1000 questions sur le fonctionnement du monde, inventait des jeux avec sa poupée Greta. Parfois, elle chantonnait des mélodies de son pays natal, et sa voix claire résonnait dans la cabane comme une bénédiction. Un après-midi, en revenant de vérifier ses pièges, Samuel trouva Elsa en train de dessiner sur un morceau d'écorce avec un bout de charbon. Le dessin représentait leur cabane, avec 2 silhouettes devant, un grand homme barbu et une petite fille tenant une poupée. « C'est nous, papa Samuel, » dit-elle fièrement. « Toi et moi, et Greta. » Samuel étudia le dessin avec émotion. Dans ce trait d'enfant maladroit mais plein d'amour, il voyait tout ce qu'il avait gagné en sauvant cette petite fille. Une famille, un foyer, une raison de se battre. « Il est fait des magnifiques, Elsa. On va l'accrocher près de la cheminée. » Ce soir-là, en regardant le dessin d'Elsa illuminé par les flammes, Samuel fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il protégerait cet enfant et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Morrison et ses hommes pouvaient venir. Papa Samuel les attendait de pied ferme, mais au fond de lui, une inquiétude persistait. Et si ses ennemis découvraient l'existence d'Elsa? Et s'ils tentaient de l'utiliser contre lui? Cette pensée le terrifiait plus que la perspective de sa propre mort. Il caressa machinalement la crosse de son pistolet. L'ancien shérif de Deadwood allait devoir sortir de sa retraite pour livrer le combat le plus important de sa vie. Pas pour la justice cette fois, mais pour l'amour, un amour paternel si pur et si fort qu'il était prêt à mourir pour le défendre. L'arrivée inattendue de visiteurs un matin d'avril bouleversa complètement l'univers de Samuel et Elsa. Ils s'attendaient à voir Morrison et sa bande surgir à l'horizon, mais ce furent 3 cavaliers élégamment vêtus qui remontèrent le sentier menant à leur cabane. Samuel reconnut immédiatement que ces gens ne ressemblaient en rien aux criminels qu'il redoutait. L'homme qui menait le groupe portait un costume de ville impeccable malgré le voyage, et les 2 autres semblaient être des gardes du corps bien mis. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut la femme qui chevauchait en Amazone sur un magnifique alezan. Elle était âgée d'une 40aine d'années, élégante et distinguée,
avec des cheveux châtains relevés en chignon sophistiqué. Ses vêtements de voyage, bien que pratiques, trahissaient une origine fortunée. Mais c'était son visage qui troublait Samuel. Quelque chose dans ses traits lui rappelait vaguement Elsa. « Restez à l'intérieur, petite », murmura-t-il à Elsa qui s'était approchée de la fenêtre, « et prépare ton sac comme on s'est entraîné, au cas où. » Samuel sortit de sa cabane, la main posée discrètement sur la crosse de son pistolet. Les 3 cavaliers s'arrêtèrent à une distance respectueuse et l'homme au costume descendit de cheval. « Monsieur Garrett, je présume ?» dit-il avec un accent européen raffiné. « Permettez-moi de me présenter. Heinrich Müller, avocat. Et voici Madame la baronne Margaret von Habsburg. » La femme descendit gracieusement de sa monture et s'avança vers Samuel. Ses yeux, d'un bleu perçant, le scrutèrent avec une intensité troublante. « Monsieur Garrett, » dit-elle dans un anglais parfait teinté d'accent allemand, « nous sommes venus de très loin pour retrouver quelqu'un qui vous est, je crois, très cher. » Samuel sentit son cœur s'emballer. Ces gens savaient pour Elsa, mais comment était-ce possible? « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, madame. » Margaret sourit tristement et sortit de son sac de voyage une photographie qu'elle tendit à Samuel. L'image le frappa comme un coup de poing. On y voyait un homme et une femme richement vêtus, debout derrière une petite fille blonde aux yeux bleus. Elsa. Il n'y avait aucun doute possible. « Voici mon frère Friedrich von Habsburg et sa femme Isabella, » expliqua Margaret d'une voix émue. « Et leur fille unique, Elsa Margaret von Habsburg. Mes neveux et belles-sœurs sont morts dans un accident de voiture à Londres l'automne dernier. » Samuel fixait la photographie, sentant le sol se dérober sous ses pieds. L'homme et la femme de l'image portaient les mêmes traits aristocratiques qu'Elsa, la même élégance naturelle. « La petite fille qui vit avec vous, » continua Margaret, « c'est ma nièce, l'héritière d'une des plus anciennes familles nobles d'Autriche-Hongrie. »« Comment l'avez-vous trouvée » demanda Samuel d'une voix rauque. L'avocat prit la parole. Après la mort de ses parents, Elsa voyageait vers l'Amérique avec sa gouvernante pour rejoindre Madame la baronne. Leur navire a accosté à New York en novembre. Elles ont pris le train vers l'ouest, mais n'ont jamais atteint leur destination. Nous avons lancé des recherches, interrogé les autorités ferroviaires, engagé des détectives privés. La piste nous a menés jusqu'à Denver, ajouta Margaret. Là, nous avons appris qu'un homme et une enfant correspondant à leur description avaient été vus dans un hôtel, puis plus rien, jusqu'à ce qu'un trappeur raconte l'histoire d'un ermite des montagnes qui s'occupait d'une petite fille européenne. Samuel ferma les yeux, assimilant ces révélations. Tout prenait sens maintenant, les vêtements raffinés d'Elsa, son médaillon aux armoiries nobles, ses manières délicates malgré son jeune âge. « Monsieur Garrett, » dit doucement Margaret, « je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir sauvé Elsa. D'après ce que nous avons reconstitué, les hommes qui l'escortaient étaient des criminels déguisés. Ils ont probablement tué sa gouvernante et tenté de la kidnapper pour réclamer une rançon. Mais quelque chose a mal tourné, continua l'avocat. Ils l'ont abandonnée dans les montagnes, pensant sans doute qu'elle ne survivrait pas. Sans votre intervention providentielle, nous aurions perdu la dernière descendante de la famille von Habsburg. » À cet instant, la porte de la cabane s'ouvrit et Elsa apparut, tenant Greta dans ses bras. En voyant Margaret, elle s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Tante Greta » murmura-t-elle. Margaret éclata en sanglots et s'élança vers la fillette, la prenant dans ses bras avec une émotion débordante. « Ma chérie, ma petite Elsa, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. » Samuel regardait cette scène de retrouvailles avec un mélange de joie et de déchirement. Elsa avait retrouvé sa famille, elle était en sécurité, elle aurait la vie qu'elle méritait. Mais cela signifiait aussi qu'elle allait partir, qu'elle allait quitter l'homme qu'elle appelait Papa Samuel. Margaret se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Monsieur Garrett, comment pourrais-je jamais vous remercier? Vous avez sauvé ma nièce, vous vous en êtes occupé, vous l'avez aimée comme votre propre fille. »« Elle est ma fille, » répondit Samuel d'une voix ferme. « Peut-être pas par le sang, mais par le cœur. » Elsa se détacha de sa tante et courut vers Samuel, s'accrochant à sa jambe. «
Papa Samuel, je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi. » Le cœur de Samuel se brisa en 1000 morceaux. Il s'agenouilla et prit Elsa dans ses bras. « Petite, cette dame est ta vraie famille. Elle t'aime et elle peut t'offrir une vie que papa ne pourra jamais te donner. Mais toi aussi tu m'aimes, et moi je t'aime plus que tout. » Margaret s'approcha d'eux, troublée par la force évidente du lien qui unissait Samuel et Elsa. « Monsieur Garrett, dit-elle lentement, Elsa a hérité d'une fortune considérable. Ses parents possédaient des châteaux, des terres, des entreprises. Elle est l'une des héritières les plus riches d'Europe. L'argent ne m'intéresse pas, madame. » « Je le vois bien, mais comprenez-vous ce que cela signifie pour elle? L'éducation qu'elle pourrait recevoir, les opportunités qui s'offriraient à elle, la vie de luxe et de raffinement qui l'attend. » Samuel regarda Elsa, sa petite fille qui tremblait dans ses bras. Il savait que Margaret avait raison. Que pouvait-il offrir à Elsa? Une vie rude dans les montagnes, l'isolement, l'absence d'éducation formelle. Comment pouvait-il priver cette enfant brillante de son héritage légitime? « Il y a autre chose, » ajouta l'avocat. « Nous avons appris que des hommes dangereux vous recherchent. Jake Morrison et sa bande ont été signalés dans la région. Si Elsa reste avec vous, elle sera en danger. » Cette révélation acheva de convaincre Samuel. Il ne pouvait pas exposer Elsa au risque de sa propre vie. Morrison ne ferait pas de distinction entre lui et ceux qu'il protégeait. « Très bien, » dit-il d'une voix brisée. « Vous pouvez emmener Elsa. Mais laissez-moi une nuit pour lui expliquer. »« Papa Samuel, non !» cria Elsa. « Je ne veux pas partir sans toi. » Margaret les observait avec une expression pensiveuse. Soudain, elle prit une décision qui surprit tout le monde. « Et si vous veniez avec nous, monsieur Garrett? En Europe, vous seriez en sécurité. Elsa aurait son héritage, ôté son père adoptif. » Samuel la regarda, stupéfait. Cette proposition était la dernière chose qu'il avait attendue. « Je ne suis qu'un ancien shérif, madame. Je ne connais rien à votre monde. Mais vous connaissez Elsa, et elle a besoin de vous autant que de moi. » Pour la première fois depuis longtemps, Samuel entrevit une lueur d'espoir. Peut-être existait-il une solution qui permettrait de préserver leur famille tout en offrant à Elsa l'avenir qu'elle méritait. Mais d'abord, il devait régler ses comptes avec Morrison. Il ne partirait nulle part tant que cette menace pèserait sur eux. Cette nuit-là, Samuel ne ferma pas l'œil. Assis près de la fenêtre, il scrutait l'obscurité des montagnes tout en réfléchissant aux révélations de la journée. Margaret et ses compagnons s'étaient installés dans la grange attenante à la cabane, acceptant l'hospitalité rustique avec une grâce qui témoignait de leur éducation raffinée. Elsa dormait paisiblement dans son lit, serrant Greta contre elle, inconsciente des bouleversements qui se préparaient dans sa vie. Samuel l'observait dans la lumière douce du feu mourant, gravant dans sa mémoire chaque détail de son visage d'ange. Vers minuit, Margaret vint le rejoindre. Elle s'était changée et portait une robe de voyage plus simple, mais son élégance naturelle transparaissait malgré tout. « Vous ne dormez pas non plus ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans la seconde chaise près du feu. « J'ai trop de choses en tête, madame. Et puis, l'habitude de la surveillance nocturne ne se perd jamais. »« Parlez-moi d'elle, » demanda Margaret en regardant Elsa. « Comment était-elle quand vous l'avez trouvée ?» Samuel lui raconta tout, la découverte dans la neige, l'état pitoyable de la fillette, ses cauchemars, sa lente guérison physique et émotionnelle. Il évoqua leurs premiers échanges maladroits, l'apprentissage mutuel de la communication, les moments de tendresse qui avaient lié tisser leurs liens. « Elle ne parlait pas pendant des semaines, » expliqua-t-il. « Puis un jour, elle m'a appelé Papa Samuel, et j'ai compris que j'avais trouvé ma raison de vivre. » Margaret l'écoutait avec une attention profonde, essuyant parfois une larme discrète. « Je vois bien qu'elle vous aime de tout son cœur, » murmura-t-elle, « et vous l'aimez comme un vrai père. Plus que ma propre vie, madame. Cet enfant a guéri quelque chose en moi que je croyais définitivement brisé. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Margaret reprit la parole. « Monsieur Garrett, ma proposition d'hier était sincère. Elsa a besoin de vous autant que de son héritage. En Europe, vous pourriez recommencer votre vie,
loin des dangers qui vous menacent ici. C'est très généreux, madame, mais je ne peux pas partir tant que Morrison rôde dans les parages. Cet homme est fou de vengeance, et s'il apprend que vous êtes ici... Justement, parlons-en. Mes gardes sont d'anciens militaires, des hommes expérimentés. Nous pourrions vous aider. Samuel secoua la tête. Morrison connaît mes méthodes, mes habitudes. Il faut que ce soit moi qui règle cette affaire, à ma manière. C'est une question d'honneur. Au petit matin, Samuel prit sa décision définitive. Il rassembla tout le monde autour de la table de sa cabane et exposa son plan. Margaret et Elsa devaient partir immédiatement pour Denver, escortées par les 2 gardes. Là-bas, elles attendraient dans un hôtel sûr que Samuel ait réglé ses comptes avec Morrison. « Non !» cria Elsa. « Je ne pars pas sans papa Samuel. »« Petite, écoute-moi bien, » dit Samuel en s'agenouillant devant elle. « Papa doit faire quelque chose de très important. Il doit arrêter les méchants une dernière fois, comme autrefois quand il était shérif. Alors, je reste pour t'aider. » « Non, ma chérie, c'est trop dangereux. Tu vas partir avec tante Margaret et quand papa aura fini son travail, il viendra vous retrouver. »« Tu promets ?» demanda Elsa, les yeux brillants de larmes. Samuel sentit sa gorge se serrer. Comment promettre quelque chose d'aussi incertain? Morrison était imprévisible et dangereux. Les chances de survie de Samuel n'étaient pas garanties. « Je promets de faire tout mon possible pour revenir vers toi, petite. » Cette promesse prudente ne satisfit pas Elsa, mais elle comprit à l'expression de son père adoptif qu'il ne céderait pas. Margaret prit alors la parole. « Elsa, ma chérie, nous allons attendre papa Samuel à Denver. Et s'il le veut bien, nous partirons tous ensemble pour l'Europe découvrir tes châteaux. »« Mes châteaux ?» demanda Elsa, momentanément distraite. « Oui, tu en possèdes 3. Un en Autriche, un en Hongrie et un petit château de vacances dans les Alpes suisses. » Samuel écoutait cette énumération avec un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Voilà le monde qui attendait Elsa, un univers de privilèges et de richesses qu'il ne pourrait jamais lui offrir. Les préparatifs du départ commencèrent immédiatement. Samuel aida Elsa à rassembler ses affaires dans un petit sac de voyage. Elle insista pour emporter Greta, bien sûr, mais aussi le dessin qu'elle avait fait de leur cabane. « Comme ça, je n'oublierai jamais notre maison », expliqua-t-elle. Samuel prépara également ses propres affaires, mais pour un voyage très différent. Il vérifia une dernière fois ses armes, compta ses munitions, prépara des vivres de campagne. Puis il sortit une feuille de papier et commença à écrire. « Ma très chère Elsa, » commença-t-il, « si tu lis cette lettre, c'est que papa Samuel n'aura pas pu tenir sa promesse de revenir vers toi. » Il s'interrompit, la gorge nouée par l'émotion. Comment dire adieu à un enfant? Comment exprimer en quelques mots tout l'amour qu'il ressentait pour cette petite fille qui avait transformé sa vie? Il reprit sa plume et continua. « Tu as été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Quand je t'ai trouvé dans la neige, c'est moi qui ai été sauvé. Tu m'as appris à aimer de nouveau, à espérer, à croire que même un vieux pistolero pouvait mériter d'être appelé papa. Sois heureuse, ma petite Elsa. Profite de ta nouvelle vie, de tes châteaux et de ta fortune, mais n'oublie jamais que quelque part dans les montagnes du Colorado, un homme t'a aimé plus que sa propre vie. Prends soin de Greta, et quand tu la regarderas, souviens-toi que papa Samuel sera toujours avec toi dans ton cœur. » Il signa la lettre et la glissa dans une enveloppe qu'il confia à Margaret. « Si je ne reviens pas, donnez-lui ceci quand elle sera assez grande pour comprendre. » Margaret prit l'enveloppe avec solennité. « Vous reviendrez, monsieur Garrett. Elsa a besoin de son papa. » L'heure du départ arriva trop vite. Samuel serra Elsa dans ses bras une dernière fois, respirant l'odeur de ses cheveux, gravant dans sa mémoire la sensation de ses petits bras autour de son cou. « Sois sage, petite. Et n'oublie pas tout ce que papa t'a appris. Je n'oublierai rien, papa Samuel, et je t'attendrai. » Margaret monta en selle, aidée par ses gardes, puis ils hissèrent Elsa devant elle. La fillette se retourna une dernière fois vers Samuel, agitant la main en signe d'adieu. « À bientôt, papa Samuel. » Samuel regarda le petit convoi s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la première colline. Puis il rentra dans sa cabane, soudain vide et silencieuse.
Sans la présence d'Elsa, l'endroit lui sembla glacial et mort. Il passa le reste de la journée à finaliser ses préparatifs. Il dissimula des provisions et des munitions en plusieurs points stratégiques autour de sa propriété, prépara des pièges rudimentaires, étudia une dernière fois la topographie des lieux. Morrison viendrait, c'était certain. L'homme était obsédé par sa vengeance et n'abandonnerait jamais. Samuel devait être prêt à l'accueillir dignement. Le soir venu, il s'assit sur le perron de sa cabane, son fusil en travers des genoux, et scruta l'horizon. Quelque part dans ces montagnes, un fou furieux approchait, déterminé à le tuer. Mais Samuel n'était plus l'homme brisé d'autrefois. Il avait quelque chose pour quoi se battre maintenant, l'avenir d'une petite fille qui l'appelait « papa ». Il caressa machinalement l'étoile de shérif qu'il avait épinglée à sa veste. Samuel Garrett sortait de sa retraite pour livrer le combat de sa vie. Un combat pour l'amour, pour la famille, pour le droit de protéger ce qui comptait vraiment. La lune se leva lentement au-dessus des pics enneigés, éclairant la vallée d'une lumière argentée. Dans cette beauté sauvage, un homme seul attendait son destin, armé de sa détermination et de l'amour d'un père pour sa fille. L'attaque vint à l'aube du 3e jour, portée par le brouillard matinal qui s'élevait de la vallée. Samuel entendit d'abord le bruit des sabots sur le sentier rocailleux, un rythme lourd et menaçant qui brisait le silence de la montagne. Il était prêt. 5 cavaliers émergèrent de la brume comme des spectres vengeurs. Samuel reconnut immédiatement Jake Morrison à la tête du groupe, un homme massif au visage buriné, dont les yeux noirs brillaient et vivaient d'une folie meurtrière. Les années de prison avaient creusé ses traits et blanchi ses cheveux, mais n'avaient fait qu'attiser sa soif de vengeance. « Samuel Garrett !» hurla Morrison en arrêtant son cheval à une 50aine de mètres de la cabane. « Je sais que tu es là-dedans, sale chien. Sors donc qu'on règle nos comptes. » Samuel se tenait embusqué derrière la fenêtre, son fusil de chasse pointé vers l'extérieur. Il étudiait rapidement la disposition de ses ennemis, Morrison au centre, 2 hommes sur sa droite, 2 autres sur sa gauche. Tous armés de pistolets et de fusils, tous assoiffés de sang. « Tu m'entends, Garrett ?» continua Morrison, d'une voix éraillée par la haine. « 5 ans que j'attends ce moment. 5 ans à crever en prison à cause de ton témoignage. » Samuel prit une profonde inspiration et sortit de sa cabane, les mains levées mais prêt à dégainer en une fraction de seconde. Il avait caché son colt sous sa veste, à portée de main droite. « Je suis là, Morrison. Qu'est-ce que tu veux ?»« Ce que je veux... » Morrison éclata d'un rire dément. « Je veux ta peau, Garrett. Je veux que tu payes pour m'avoir fait pourrir en cellule. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie le jour où tu as choisi de tuer des innocents, » répliqua Samuel d'une voix calme. « Je n'ai fait que mon travail. »« Ton travail ?» Morrison cracha par terre. « Tu appelles ça du travail de témoigner contre moi? De raconter des mensonges au juge? » « Je n'ai dit que la vérité. Tu as tué cette famille de fermiers de sang-froid, le père, la mère et leurs 3 enfants, pour quelques dollars et un peu de bétail. » Morrison descendit de cheval, ses hommes l'imitant aussitôt. Ils formèrent un demi-cercle menaçant autour de Samuel, leurs armes pointées vers lui. « Ces fermiers, ce est un des témoins gênants, » expliqua Morrison avec un sourire mauvais. « Ils nous avaient vu voler le bétail du ranch voisin, fallait bien les faire taire. Il y avait d'autres moyens que le meurtre. »« Ah oui? Lesquels? Les menacer? Les acheter? Tu crois vraiment à ces conneries, Garrett ?» Samuel observait discrètement les positions de chaque homme, calculant ses chances. Morrison était le plus dangereux, mais aussi le plus prévisible dans sa colère. Les 4 autres semblaient moins expérimentés, probablement des recrues attirés par l'appât du gain. « Et maintenant, » reprit Morrison, « tu vas payer. Mais d'abord, j'aimerais savoir une chose. On m'a dit que tu vivais avec une petite fille. Où est-elle » Le sang de Samuel se glaça dans ses veines. Morrison savait pour Elsa. Comment était-ce possible? « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Ne me prends pas pour un imbécile !» s'emporta Morrison. « Mes hommes ont interrogé le trappeur qui descend de ces montagnes. Il leur a tout raconté. L'ermite et la fillette européenne.
Alors, où elle est? Samuel comprit que le danger était encore plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Si Morrison découvrait qu'Elsa était partie avec Margaret, il pourrait lancer ses hommes à leur poursuite. « Elle n'est plus là. Je l'ai ramenée en ville il y a des semaines. »« Tu mens !» Morrison sortit son pistolet et le pointa vers Samuel. « On va fouiller cette cabane de fond en comble, et si on trouve la gamine, elle servira d'exemple. » C'en était trop pour Samuel. L'idée que ces monstres puissent faire du mal à Elsa, même en pensée, déclencha en lui une rage froide qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. « Tu ne toucheras jamais à cet enfant » gronda-t-il en laissant sa main glisser vers son arme. « Ah !» s'exclama Morrison. « Voilà le vrai Garrett qui ressort, le tueur impitoyable. Alors comme ça, tu t'es attaché à cette gamine ? C'est parfait. Quand on l'aura retrouvée, on s'amusera bien avec elle avant de... » Morrison n'eut pas le temps de finir sa phrase. Samuel dégaina avec la vitesse de l'éclair et tira. Sa balle atteignit l'un des hommes de droite en pleine poitrine, l'envoyant valser en arrière. Mais il était déjà en mouvement, roulant sur le côté pour éviter la riposte. Les coups de feu éclatèrent de toutes parts, les balles sifflant autour de lui. Samuel se réfugia derrière le tas de bois qu'il avait disposé stratégiquement près de sa cabane. « Tuez-le !» hurla Morrison, « mais ne l'abîmez pas trop. Je veux qu'il souffre avant de crever. » Samuel rechargea rapidement son pistolet, comptant ses munitions. Il avait l'avantage de connaître le terrain, mais ils étaient 4 contre 1 maintenant. Il fallait qu'ils réduisent leurs effectifs rapidement. Il entendit des pas qui s'approchaient de sa position. L'un des hommes tentait de le contourner par la gauche. Samuel attendit le bon moment, puis bondit de son abri et tira à bout portant. L'homme s'effondra sans un cri. 3 de moins, pensa Samuel en se remettant à couvert. Mais Morrison et ses 2 derniers complices ne se laissèrent pas impressionner. Ils commencèrent à avancer méthodiquement, utilisant les rochers et les arbres comme protection, resserrant inexorablement leur étau autour de Samuel. Le combat final venait de commencer, et Samuel savait qu'il n'y aurait qu'un seul survivant. La bataille faisait rage depuis 1 heure quand Samuel entendit un bruit qui glaça son sang. Le galop d'un cheval qui remontait le sentier. Son cœur s'arrêta de battre quand il reconnut la petite voix qui criait son nom. « Papa Samuel ! Papa Samuel !» Elsa venait de surgir de nulle part, juchée sur le cheval de l'un des gardes de Margaret. Elle avait réussi à s'échapper de Denver et était revenue pour aider son père adoptif, comme elle l'avait promis. « Non !» hurla Samuel en voyant Morrison et ses hommes se retourner vers la fillette. Le chef de gang eut un sourire mauvais en apercevant Elsa. « Eh bien, ricana-t-il, voilà notre petite princesse. Finalement, elle vient se livrer elle-même. » Morrison fit signe à l'un de ses hommes qui se dirigea vers Elsa. Samuel sortit de son abri sans réfléchir, tirant au jugé pour protéger sa fille. Sa balle atteignit l'homme à l'épaule, le ralentissant, mais ne l'arrêtant pas. « Elsa, cours, sauve-toi » cria Samuel. Mais la fillette, loin de fuir, descendit de cheval et courut vers lui. Dans sa petite main, elle serrait quelque chose que Samuel reconnut avec stupeur. L'étoile de shérif en argent qu'il avait oubliée dans ses affaires quand Margaret avait fait ses bagages. « Papa, j'ai ta médaille, tu es un héros !» Morrison profita de la distraction pour se rapprocher dangereusement. Il tenait maintenant Elsa en joue, un sourire sadique aux lèvres. « Pose ton arme, Garrett, ou la gamine y passe. » Samuel sentit le monde s'écrouler autour de lui. Il avait échoué dans sa mission la plus importante. Protéger Elsa. Morrison tenait maintenant l'être qui lui était le plus cher au monde. « Très bien, » dit Samuel en levant les mains. « Tu gagnes, Morrison, mais laisse-la tranquille, c'est moi que tu veux. »« Oh, mais j'ai changé d'avis, » ricana Morrison. « Cette petite va d'abord regarder papa mourir, et ensuite... » Il n'eut pas le temps de finir. Elsa, qui avait écouté attentivement toutes les leçons de survie de Samuel, fit exactement ce qu'il lui avait enseigné. Elle sortit le petit couteau de chasse qu'il lui avait donné et trancha d'un geste vif la corde qui entravait le cheval le plus proche. L'animal, effrayé par les coups de feu, se cabra et bouscula Morrison qui perdit l'équilibre. Elsa en profita pour rouler sur le côté, hors de portée. « Maintenant, papa Samuel,
Samuel n'hésita pas. Il dégaina et vida son barillet sur Morrison et ses derniers hommes. L'ancien shérif de Deadwood avait retrouvé toute son habileté d'autrefois, chaque balle trouvant sa cible avec une précision mortelle. Le dernier homme de Morrison s'effondra dans la poussière, touché au cœur. Morrison lui-même, blessé au ventre, tentait encore de ramper vers son arme quand Samuel s'approcha de lui. « C'est fini, Morrison. Tu ne feras plus de mal à personne. » Morrison leva vers lui des yeux emplis de haine et de souffrance. « Tu crois avoir gagné, Garrett? D'autres viendront, ils te trouveront. Possible, mais pas aujourd'hui. » Morrison rendit son dernier souffle dans un râle de rage impuissante. Samuel resta immobile quelques instants, contemplant l'homme qui avait empoisonné sa vie pendant si longtemps. Puis il se retourna vers Elsa qui accourait vers lui. « Papa Samuel, tu vas bien ?» Samuel s'agenouilla et prit sa fille dans ses bras, la serrant contre lui comme s'il ne devait plus jamais la lâcher. « Ça va, petite, tout va bien maintenant. »« J'ai eu peur, papa. J'ai cru que les méchants allaient te faire du mal. »« Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais censé rester à Denver avec tante Margaret. » Elsa baissa les yeux, un peu honteuse. « Je me suis échappée cette nuit. Je ne pouvais pas te laisser tout seul contre les méchants. Et puis, regarde !» Elle lui tendit l'étoile de shérif en argent, celle qu'il avait portée pendant 15 ans à Deadwood. « Margaret a dit que tu avais oublié ta médaille de héros. Elle a dit qu'un héros ne devait jamais se battre sans sa médaille. » Samuel prit l'étoile dans ses mains tremblantes. Le métal terni reflétait les premiers rayons du soleil matinal. Cette étoile représentait tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il avait renié et tout ce qu'il était redevenu grâce à Elsa. « Tu as raison, petite. Un héros ne doit jamais oublier qui il est. » Il épingla solennellement l'étoile sur sa veste, sous le regard admiratif d'Elsa. Samuel Garrett n'était plus un ermite fuyant son passé. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été au fond de lui, un protecteur, un défenseur de la justice, un homme prêt à tout sacrifier pour ceux qu'il aimait. Au loin, un nuage de poussière annonçait l'arrivée de cavaliers. Samuel porta la main à son arme, puis se détendit en reconnaissant Margaret et ses gardes qui accouraient, alertés par les coups de feu. « Elsa !» cria Margaret en sautant de cheval. « Ma chérie, tu m'as fait une peur terrible. Tante Margaret, papa Samuel a battu tous les méchants, il est vraiment un héros. » Margaret regarda Samuel avec un respect nouveau, notant l'étoile qui brillait sur sa poitrine et les corps étendus autour de la cabane. « Je vois ça, ma chérie. Papa Samuel a été effectivement un vrai héros. » Pour la première fois depuis des années, Samuel Garrett se sentait en paix avec lui-même. Il avait fait justice, protégé sa fille et trouvé sa rédemption. L'avenir pouvait enfin commencer. 6 mois s'étaient écoulés depuis la bataille qui avait changé le cours de leur vie. L'automne dorait les montagnes du Colorado d'une lumière chaude et apaisante, et Samuel Garrett contemplait avec émerveillement tout ce qui avait transformé son existence. La cabane isolée d'autrefois avait cédé la place à une belle maison en rondin construite dans la vallée, à mi-chemin entre la solitude des hauteurs et la civilisation des villes. Margaret avait insisté pour financer cette construction, affirmant qu'une famille comme la leur méritait un vrai foyer, car ils formaient désormais une famille peu conventionnelle, mais unie par des liens plus forts que le sang. Margaret avait renoncé à son projet de retour immédiat en Europe, séduite par la beauté sauvage de l'Amérique et par la sérénité qu'elle y avait trouvée. Elle avait acheté des terres dans la vallée et s'était installée définitivement, devenant la tante aimante qu'Elsa n'avait jamais eue. Samuel, lui, avait accepté le poste de shérif de Cedar Falls, la petite ville la plus proche de leur nouveau domaine. Les habitants, impressionnés par sa réputation et son courage face à Morrison, l'avaient accueilli avec respect et gratitude. Il portait de nouveau son étoile avec fierté, non plus comme un fardeau, mais comme un symbole de sa vocation retrouvée. Ce matin d'octobre, Samuel se préparait pour l'événement le plus important de sa nouvelle vie. Dans le salon de leur maison, le juge William Morrison, homonyme sans lien de parenté avec son ancien ennemi, s'apprêtait à officialiser l'adoption d'Elsa. « Approchez-vous, monsieur Garrett », dit le juge avec solennité. Samuel s'avança, vêtu de son plus beau costume, l'étoile de shérif épinglée sur le revers de sa veste.
À côté de lui, Elsa portait une robe de velours bleu marine que Margaret avait fait confectionner spécialement pour l'occasion, et dans ses bras, elle serrait précieusement Greta, la poupée de chiffon qui ne la quittait jamais. « Elsa Margaret von Habsburg, dit le juge en s'adressant à la fillette, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ?»« Oui, monsieur le juge, » répondit Elsa avec sérieux. « Papa Samuel va devenir mon vrai papa pour toujours. » « Et monsieur Garrett, êtes-vous prêt à accepter toutes les responsabilités que représente l'éducation de cet enfant ? » ?»« Plus que prêt, votre honneur. Cette petite fille est déjà ma fille dans mon cœur depuis le jour où je l'ai trouvée. » Le juge sourit et prit le document officiel. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Colorado, je déclare que l'adoption d'Elsa Margaret von Habsburg par Samuel Garrett est désormais légale et définitive. L'enfant portera dorénavant le nom d'Elsa Margaret von Habsburg Garrett, conservant ainsi son héritage noble tout en rejoignant sa nouvelle famille. » Samuel sentit les larmes lui monter aux yeux quand le juge lui tendit le document officiel. Sur le papier à en tête, il lut les mots qui faisaient de lui légalement ce qu'il était déjà dans son cœur, le père d'Elsa. « Papa Samuel !» s'écria Elsa en se jetant dans ses bras. « Maintenant c'est officiel, tu es vraiment mon papa !» Margaret s'approcha d'eux, les larmes aux yeux elle aussi. « Félicitations, papa Samuel !» dit-elle avec émotion. Friedrich et Isabella auraient été si heureux de voir leur fille entre de si bonnes mains. Après le départ du juge, ils organisèrent une petite fête dans leur jardin. Les voisins de Cedar Falls étaient venus nombreux pour célébrer cet événement, apportant des plats traditionnels et des cadeaux pour Elsa. L'institutrice du village, Mandlas Anderson, avait même composé un petit poème en l'honneur de la nouvelle famille. En fin d'après-midi, tandis que les invités se dispersaient, Samuel emmena Elsa faire une promenade à cheval dans les collines environnantes. C'était devenu leur rituel du dimanche, un moment privilégié où ils pouvaient parler de tout et de rien. « Papa Samuel, dit Elsa en s'installant, devant lui sur la selle, est-ce que tu regrettes parfois ta vie d'avant, quand tu étais tout seul dans ta cabane ?» Samuel réfléchit un moment à cette question, regardant les sommets lointains où il avait vécu si longtemps dans la solitude. « Non, petite, cette vie-là était nécessaire pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ces années difficiles, peut-être que je n'aurais pas su reconnaître le cadeau que tu représentais quand je t'ai trouvé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on va continuer à être une famille. Tu vas grandir, aller à l'école, apprendre plein de choses. Et quand tu seras assez grande, si tu le veux, nous irons visiter tes châteaux en Europe avec tante Margaret. Mes châteaux, ils sont vraiment à moi ? Oui, petite, tu es une vraie princesse. Mais tu sais quoi ? Même si tu possèdes des châteaux, tu resteras toujours ma petite fille des montagnes. » Elsa se retourna dans la selle pour le regarder dans les yeux. « Papa Samuel, est-ce que tu sais pourquoi je t'aime plus que tous les châteaux du monde ? Pourquoi, ma chérie ? Parce que quand j'étais toute seule dans la neige et que j'allais mourir, tu as crié très fort. « Arrêtez, je prendrai cette petite fille. » Et depuis ce jour-là, tu n'as jamais arrêté de me protéger. » Samuel sentit son cœur se gonfler d'une fierté et d'un bonheur immense. Cette petite fille qui avait commencé comme une âme perdue dans la tempête était devenue la lumière de sa vie. « Et moi, Elsa, tu sais pourquoi je t'aime plus que tout au monde ? Pourquoi ? Parce que tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'un cœur brisé peut te guérir, et qu'un homme seul peut devenir un papa. » Ils rentrèrent à la maison tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de couleurs dorées et roses. Dans le salon, Margaret les attendait avec un chocolat chaud et des histoires de l'ancien monde. Cette nuit-là, en bordant Elsa dans son lit, Samuel la regarda dormir paisiblement, Greta serrée contre elle. La fillette terrorisée qu'il avait trouvée dans la neige était devenue une petite fille épanouie, aimée et protégée. Il éteignit doucement la lampe et murmura, comme chaque soir, « Bonne nuit, ma petite princesse des montagnes. » Samuel Garrett avait trouvé sa rédemption dans l'amour d'un enfant, et cet enfant avait trouvé dans les bras d'un ancien pistolero l'amour inconditionnel d'un vrai père. Parfois, les plus belles familles sont celles que le destin forge dans l'épreuve et l'amour partagé.